Salut les ombres, ici Art et bienvenue pour cette nouvelle saison de votre podcast, les ombres LGBTQ+. Je suis vraiment en fou rire là parce que Yuri me fait rire, mais je vais me concentrer. Je suis accompagné comme d'habitude parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, de mes deux acolytes préférés, Bueno et Yuri. Salut les amis, vous allez bien? Salut, salut sur le plateau. On est tous super excités, surtout Yuri. J'espère que tu vas bien, Yuri, et que tu arrives à respirer. Ça va les amis et j'espère que vous aussi vous allez bien et vous avez passé de superbes vacances. De très très longues vacances apparemment parce qu'on a un peu pris du temps, mais nous sommes enfin de retour pour ce lancement de deuxième saison. Euh, Ouais, je sais pas des, comment vous pe- le sentez. des petits problèmes par-ci par-là, mais on est là, on est de retour pour vous retrouver avec pas mal d'histoires captivantes Mhm. et pas mal Et pour vous d'histoires. jouer des mauvais tours. Je savais que tu allais dire ça. J'étais sûr. Est-ce que vous appréhendez un petit peu cette deuxième saison? Qu'est-ce que vous pensez que les visiteurs attendent de cette saison? Je pense qu'ils attendent à être inspirés, à être peut-être émus et éduqués à travers les histoires de nos intervenants. Un peu comme la saison 1, mais encore plus deep, beaucoup plus, je vais pas dire authentique parce que toutes les histoires étaient authentiques, mais Mhm. sur des sujets, je pense que pas mal de gens nous attendent sur des sujets beaucoup plus graves et de société surtout. Et je pense que c'est ce que nous allons apporter en cette saison 2. Et toi, Yuri? En vrai, moi je pense que bon, la saison 1 a été globalement une réussite. Donc je crois que le public attend quand même pas mal de nous pour la saison 2. Il se demande certainement est-ce qu'on va pouvoir maintenir la cadence? Est-ce qu'on va pouvoir passer à un niveau supérieur ou est-ce que on va régresser? Bah, toujours est-il que, enfin, il y a des attentes vis-à-vis du podcast, quoi. Et pour cette nouvelle saison, on va beaucoup se livrer aussi. Donc, ça va être une autre expérience, mais j'ai aussi hâte de ce côté-là. Et pour le lancement de cette deuxième saison, nous recevons aujourd'hui Monsieur Ali Brown, un jeune homme d'origine ivoirienne, TikToker, YouTuber, créateur de contenu, de joie de vivre comme il le dit si bien à travers ses réseaux sociaux, descendant d'une famille de confession musulmane et homosexuelle. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, c'est Mr. Ali Brown, créateur de contenu de joie de vivre sur les réseaux depuis 3-4 ans maintenant. Donc j'habite en région parisienne. J'ai 30 ans. Et puis voilà. Alors, Ali, merci d'être là. Merci de partager ton expérience avec nous. Mhm. Nous voulons savoir quelle a été ton enfance, dans quel environnement tu as grandi, tu as évolué et tout, s'il te plaît. Donc moi, j'ai grandi en région parisienne, dans le 91. J'ai grandi dans une famille ivoirienne et de confession musulmane. Donc j'ai fait mes études en France et mon bachelor à Londres. Et donc voilà, globalement, une vie de petit banlieusard slash parisien slash wannabe famous. Et du coup, ta vie en tant que Parisien, comment elle était? Comment tu peux la décrire? Est-ce que tu avais une vie pleinement épanouie? Est-ce que tu es passé par des difficultés à t'imposer? Est-ce que tu te sentais différent? Comment elle était ta vie? Ouais, alors, puisque le sujet est vraiment orienté, pour la communauté LGBTQI, africaine, moi, ma plus grande problématique en grandissant, ça a été, d'accepter mon orientation sexuelle. Donc je suis gay, je m'en suis rendu compte à l'âge de 11-12 ans et c'est vrai que ça a été assez compliqué de m'assumer. Je suis passé par plusieurs, stades, pardon, dans ma vie, donc crise identitaire, on ne sait plus vraiment qui on est. Il y a également beaucoup de remises en question par rapport à ce que, nos parents nous ont inculqué, lorsqu'on est enfant. J'ai dû aussi revoir le schéma de vie puisque, enfin, en tout cas, le chemin de vie que mes parents, m'avaient plus ou moins dicté, c'est-à-dire, enfin, faire ses études, se marier, avoir des enfants. Voilà, je me suis rendu compte assez jeune que je n'allais pas rentrer dans ces cases-là. Donc du coup, j'ai pas, ma vie parisienne a vraiment commencé à l'âge de, je dirais 22-23 ans, voire même 25, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire mon coming out et vraiment, à m'assumer et avoir même mes premiers
amours, puisque étant plus jeune, je n'avais pas le temps pour les relations, j'étais plus concentré sur me cacher et puis finir mes études. Mais donc, globalement, ça a été une enfance et une adolescence assez mystérieuse, quoi. Je me cherchais et je me cachais. Comment c'était les rapports avec les autres enfants de ton âge durant tout ton processus de l'enfance jusqu'à ton coming out? Comment tes rapports avec les autres enfants de ton âge ont évolué? Écoute, je dirais que je vais plutôt me concentrer sur le collège-lycée parce que c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Je dirais que j'avais quand même de bonnes relations avec les personnes, mais je n'avais pas forcément confiance envers les personnes qui m'entouraient. Je trouvais que collège-lycée, c'est assez dur de faire confiance aux gens. Il y a beaucoup de ragots, beaucoup de personnes qui essayent, voilà, de profiter un peu de nos insécurités. Donc, je dirais que le collège, pour moi, ça a été assez dur, parce que déjà, il a fallu que je comprenne qui je suis et que j'assume le fait d'être homosexuel. Et au lycée, c'est là où j'ai commencé à avoir de bons rapports avec les gens, ou en tout cas de meilleures relations. Puisque là, j'ai commencé à faire mon coming out. Par exemple, j'ai fait mon coming out dès le premier jour en classe de première, pour justement éviter d'être victime d'homophobie et de discrimination, au sens large, quand je parle de discrimination. Ensuite, une fois que j'ai eu mes 18 ans, là, mes relations ont commencé à aller de mieux en mieux. Mais je dirais que mes relations vis-à-vis des gens s'est améliorée quand j'ai commencé à m'accepter. Tu nous as fait part au début que tu venais d'une famille de confession musulmane. Tu es Mhm, d'origine, enfin, tu es africain d'origine ivoirienne. mhm, J'imagine que quand même vivre dans cette structure un peu connaissant du coup les mentalités africaines concernant les personnes LGBTQ+, tu as mhm, fait ton coming out tard, enfin, entre guillemets, à l'âge de 25 ans. mhm. Comment c'était de vivre dans cette structure, sachant que bah, tu connais aussi les difficultés, peut-être que tu t'es dit que ça va être compliqué d'être aussi accepté au niveau de ta famille, donc je pense que c'est vrai que tu as choisi de faire ton coming out très tard. Mhm. Comment ça a été après le coming out? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été accepté facilement? Est-ce que tu as rencontré des difficultés après ton coming out? Quelle était la suite après ça, en fait? Plutôt côté famille ou en général dans la vie? Côté famille et en général aussi. OK. Donc, côté famille, après mon coming out, donc c'était plutôt, via mes parents parce que mes frères et sœurs, j'ai pas eu besoin de faire mon coming out puisque on se on se savait, comme on aime le dire. Par rapport à ma mère, c'est assez compliqué, puisque on est plus dans une relation de déni. C'est-à-dire que j'ai fait mon coming out, mais pour elle, ça ne s'est jamais passé. Il y a un refus de qui je suis, et du fait que je sois, homosexuel. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme si tu disais, à une personne que le ciel est bleu et que la personne te dit: «Non, il est pas bleu, il est rouge». Je suis un peu dans cette situation-là. Donc on est plutôt dans une relation de pour moi, on prétend. On prétend que tout va bien, on prétend que tout est normal. Donc c'est assez, douloureux et moi, je suis une personne qui essaye d'être vrai, à 100. C'est pas tous les jours évident. Donc du coup, cette relation me pèse parce que j'ai l'impression de toujours prétendre être une version, de moi qui n'est pas vraie. En tout cas, par rapport, à mes parents. Dans la vie de tous les jours, je suis moi-même, donc je me vis très bien. Je pense que ça se voit via mon contenu sur les réseaux. J'ai fait beaucoup, de vidéos pour partager mon expérience en tant que, homme gay noir et ayant grandi dans une famille de confession musulmane. Donc je dirais que, de mes 20 ans à mes 30 ans, il y a réellement eu, une évolution de ma personne, une réelle acceptation, mais également beaucoup d'efforts pour aller mieux. Et pour aller mieux, pour moi, bah, mon secret, ça a été, de faire de la thérapie. Donc, je pense que j'ai commencé la thérapie à mes 24 ans parce que ça n'allait pas et je suis toujours en thérapie et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé et qui m'aide et je pense que l'un des enjeux principaux, enfin, en tout cas, l'un des sujets qui pour moi est essentiel
pour la communauté LGBTQA, j'ai envie de dire noire, blanche, asiatique, peu importe, c'est aussi de se dire, OK, est-ce que je suis bien entouré pour déjà, faire mon coming out et être moi-même. Et également, une fois que j'ai fait mon coming out, il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de traumas que en fait, on a un peu oublié, en fait. On a juste mis de côté. En fait, ça ressurgit dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, dans nos relations avec nos familles. Et donc moi, j'ai vraiment eu besoin de, de guérir, en fait, donc de guérir de toutes ces blessures liées à mon éducation, liées à mes croyances, liées à mon coming out et liées également à mon acceptation. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette vie de famille, que ce soit dans la famille même, Mhm. amicale ou autre. Mhm. Quand on est personne LGBTQ+, et que, notre culture, nos croyances, heu, tout ce qu'on veut, tout ce qui construit la famille, l'entourage, nous impose, nous force à l'hétérosexualité, Mhm. comment on peut évoluer? Comment on vit avec ça quand on sait que, de toute façon, dans 5 ans, dans 10 ans, quelle que soit la date à laquelle on va faire notre coming out, il y a Mhm. déjà un nom avec lequel, on vit perpétuellement, qui est là, et qu'on sait de toute façon, que notre singularité, notre individualité, notre identité, elle est déjà refusée. Comment on peut se projeter en tant qu'enfant LGBTQ+ et tout, je pense que tu le savais déjà depuis un moment, avant Mhm. même, de faire ton coming out, et ça a Mhm. été l'expérience de pas mal de personnes LGBTQ+. Mhm. Comment toi tu as vécu ça? Quel a été ton tu as dit que tu es passé par des moments difficiles, que tu as fait des thérapies, mais l'enfant que tu as été Mhm. a été meurtri d'apprendre que de toute façon ce qu'il veut être, ce qu'il est ce qu'il attend en tout cas, Mhm. sera pas accepté. Ok. Ça t'a Très fait bonne beaucoup de question. questions, désolé. Très bonne question. Non, non, elle est très pertinente. Euh, je pense que l'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que peu importe qui on est dans la vie, on sera toujours rejeté par la société. C'est-à-dire, si tu es une femme, tu as des challenges. Si tu es un homme, tu as des challenges. Alors, si tu es noir, tu as des challenges. Si tu es gay, tu as des challenges. Si tu es transgenre, tu as des challenges. Donc, si tu veux, quand j'ai été enfant, à 12 ans, en tout cas, j'ai compris rapidement que peu importe la vie que j'allais choisir, j'allais être confronté à un rejet par rapport à ma famille, mais également par rapport à la société. J'ai compris très jeune que mon combat allait être beaucoup plus compliqué que les autres. Donc, je pense que, en tout cas, pour ma part, ça a été juste d'accepter les faits. Et les faits ont été que la vie allait être compliquée pour moi. Dire peu importe, je sais que j'allais rencontrer de l'homophobie en faisant mes études, j'allais rencontrer du racisme en faisant mes études. J'ai été victime de racisme et d'homophobie dans le monde professionnel et j'ai dû en fait affronter ça. Et j'ai envie de te dire, et ça a également été ma plus grande force. En fait, ma force, ça a été de me dire, je sais ce qui m'attend et je sais que tant que je suis en vie aujourd'hui, tant que le Seigneur continue à me donner de l'air et que l'air passe par mes narines, c'est que j'ai encore la force de me battre. Donc, je vais continuer à affronter ces combats-là au fur et à mesure. Et pour moi, il y a eu beaucoup de spiritualité. Et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans cet épisode, mais ça m'a beaucoup aidé. C'est le pouvoir de croire en soi. Moi, j'ai beaucoup cru au manga. Je suis un fan de Naruto. C'est Naruto pour moi qui m'a éduqué et qui m'a donné cette force-là, cette conviction-là. Akira Menai, Gambate, voilà. Et donc, tout ça, en fait, je me suis dit, chaque mur, chaque challenge est une opportunité pour devenir plus fort. Tu as évoqué la thérapie, Mhm. tu as évoqué le pouvoir de croire en soi, tu as Mhm. évoqué aussi la spiritualité. Donc, du coup, ça me pousse à me demander, est-ce que tu peux nous décrire ton processus d'acceptation, comment il s'est forgé depuis le petit enfant que tu étais, passant par l'acceptation des réalités, Mhm. à la personne, à l'adulte aujourd'hui que tu es? Mhm. Pour moi, j'ai envie de te dire, si je peux résumer tout mon processus d'acceptation, ça a été à l'âge de 12 ans, quand j'ai fait mon coming out. En fait, je me suis promis, déjà de un, que je n'allais pas rentrer dans les stéréotypes qu'on pouvait voir à la télé par rapport aux jeunes homosexuels. C'est-à-dire que,
en tout cas à mon temps, enfin, être gay, c'était limite être une prostituée. Et en fait, je me suis dit que je n'allais pas rentrer dans ces caricatures-là, que j'allais faire en sorte de montrer une image beaucoup plus positive de ma communauté et aussi faire en sorte de créer une relation de confiance avec les gens. Surtout que moi, j'ai grandi en banlieue, donc j'avais déjà tout ça à prendre en compte. Euh, la seconde étape, c'est qu'en fait, je me suis tout simplement fait une promesse, c'est quoi qu'il arrive dans cette vie, je prendrai soin de moi mieux que mes parents ont pris soin de moi et que je n'abandonnerai jamais ma personne. Alors qu'aujourd'hui, ma force, c'est de croire en moi, c'est de ne jamais abandonner en moi-même. Donc, en fait, peu importe qui abandonnera, enfin, qui va m'abandonner, qui ne croira pas en moi, la chose la plus importante, c'est de se dire, je ne vais pas m'abandonner. Et troisièmement, je dirais, ça a été d'être capable et d'avoir eu le courage de chercher de l'aide à l'extérieur. Parce qu'il y a un moment, il faut se rendre compte que on a beau être humain, on a beau prier le Seigneur, on n'a pas toutes les réponses. Donc, il faut être capable de se dire, là, j'ai besoin d'aide, et l'aide dont j'ai besoin doit venir d'un professionnel. Et donc, avoir ce courage-là, bah, pour moi, voilà, ça a été ça m'a beaucoup aidé à être euh, la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est tellement important ce que tu dis, et j'imagine que tu incites aussi les personnes à peut-être aller chercher aussi de l'aide à l'extérieur, Mhm, comme tu as pu le traverser aussi, parce que ça t'a aidé aujourd'hui. Est-ce que ta relation avec tes parents a évolué aujourd'hui? Est-ce que c'est grâce à ça ou est-ce que c'est à cause de l'âge? Est-ce que c'est l'évolution? Qu'est-ce qui s'est mhm. passé? Quel est votre schéma de relation actuellement avec ta famille et toi après ton coming out, même si ta mère ou ta famille est toujours dans le déni par rapport à ça? Euh, la relation, pour moi, elle est platonique, elle est pas authentique. Et je pense que il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est le cas là. Le premier, je pense que c'est la culture africaine, sans faire de généralité, mais je pense que on a tous été éduqués dans le paraître, il faut que les choses paraissent bien pour la famille, pour la belle famille, pour les sœurs au village, pour les oncles au village, pour des personnes en réalité qu'on n'a jamais vues. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire qui est ma tante au fin fond du village, mais pourtant ma mère est toujours dans le attention à l'image que tu as aujourd'hui parce que ça peut arriver aux oreilles des personnes au village. Et je me dis, mais alors, à quel moment euh, ils vont savoir que Ali, qui habite en région parisienne, mène cette vie-là? Ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas les réseaux sociaux, ils nous appellent une fois par an. Et je me dis, à quel moment? Donc, il y a cette crainte du paraître, la crainte du regard des autres qui, pour moi, affaiblit énormément les familles africaines. Et en fait, ça bloque aussi leurs enfants. Et je peux comprendre pourquoi, et on peut en parler aujourd'hui, mais bon, en tout cas, pour moi, ça, c'est l'une des choses qui nous bloque. La seconde chose qui m'a aidé à avoir une meilleure relation, en tout cas avec mes parents, bien qu'elle soit platonique, c'est que j'ai appris à les comprendre et à les pardonner et à leur pardonner, pardon. J'ai appris en fait, en fait, j'ai toujours compris la culture africaine et la religion. J'ai souvent eu la sensation que eux ne me comprenaient pas et donc je pense que enfin non, je ne dirais pas le rôle parce il y a beaucoup de parents qui pensent que le rôle des enfants, c'est une fois adulte de comprendre les erreurs des parents et de leur pardonner. Pour moi, c'est faux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on est adulte, pour guérir, il faut pardonner. Pour guérir, en fait, il faut se dire, en fait, mes parents sont qui ils sont. Et en fait, aujourd'hui, je comprends ma mère, je comprends d'où elle vient. Et en fait, je vais pas la forcer à changer. Et je vais pas me forcer à changer pour elle. C'est juste de me dire, elle est qui elle est. Et en fait, c'est à elle de faire sa propre évolution. Et moi, je vais l'attendre au point où je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, si tu pars de ce principe-là que toi, tu as fait ce cheminement spirituel, ce développement personnel-là, tu es arrivé à un niveau euh, X ou Z, bah, du coup, tu n'as pas besoin de tirer les autres pour qu'ils arrivent à ton niveau. Ce que tu vas faire, c'est juste les accompagner. Donc aujourd'hui, c'est de dire, quand ma mère aura des questions pour mieux me, pour mieux me comprendre et pour comprendre qu'est-ce que l'homosexualité et quelle a été ma vie, bah, à ce moment-là, je serai là pour lui expliquer.
Et du coup, je suis plus dans une situation de, je dirais, de paix intérieure et non plus de conflit. Mon but, c'est plus d'être dans le conflit. Faire mon coming out, ça a été plutôt un conflit. Ça a été tu n'es pas gay si je suis gay, que vont penser les autres, mais on s'en fout des autres. Aujourd'hui, je suis plus en voilà qui je suis, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, c'est pas le problème. Une fois que tu as mis toutes tes insécurités et tes faiblesses sur la table et que tu as décidé de porter tes victoires, comment t'es venue l'idée d'embrasser pleinement ta sexualité, ton identité, avec tous ces paramètres qu'on connaît aujourd'hui, ta religion musulmane, ta culture africaine, la famille et tout ça? Comment tu t'es décidé à sauter le pas enfin? J'aimerais te dire que ça s'est passé comme ça, que j'ai juste posé ça sur le papier, puis du jour au lendemain, voilà, bam. Tu peux dire aussi que tu Euh, n'y as pas pensé. je pense pas que j'ai planifié ça. Euh, je pense que le désir principal a été de vivre, tout simplement, et de se dire qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce qui me rendrait heureux. Et de là, en fait, j'ai attiré des relations amoureuses, de nouvelles rencontres, des amis et des opportunités. Donc, j'ai pas planifié les choses. Je pense juste qu'à partir du moment où tu commences à t'accepter et à juste vouloir être qui tu es, sans pour autant vouloir blesser les autres, parce que je pense aussi que c'est important de se dire, en fait, qui je suis, dans tous les cas, ça va vexer les autres, mais je vais pas faire pardon, de les vexer. Je vais juste être qui je suis et profiter de la vie. Je pense que c'est plus ou moins le cheminement que j'ai eu, mais je pense pas avoir planifié quoi que ce soit. Bon, même si j'ai en tête l'idée de la personne que j'aimerais être plus tard, puisqu'on a tous un idéal, donc je me dirige forcément vers cet idéal-là, et cet idéal-là, c'est un être de lumière, c'est une personne qui aime les gens, et en fait, bah, c'est Mr. Brown, quoi, c'est la joie de vivre, donc je tends vers ça, mais si tu veux, c'est un choix à faire tous les jours. Tu as aussi décidé de t'exposer sur les réseaux sociaux afin de montrer tes expériences en tant que gay, noir, musulman. Je voulais pas le montrer, parce que le montrer, je n'aime pas trop, c'est pas le Partager, partager, partager. partager. Le but était quand je me suis lancé sur les réseaux et j'ai commencé j'avais un blog à la base. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais j'ai commencé par les blogs et après je suis arrivé sur YouTube. L'idée principale, c'était vraiment d'aider les personnes qui sont comme moi. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas de modèle dans la communauté LGBTQ noire. Je n'avais personne. Donc, quand j'ai grandi, j'avais beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que d'être gay et noir, d'être gay et africain? Et en réalité, si aujourd'hui on va sur YouTube, si vous tapez gay et noir, il n'y a rien. Il n'y a pas de référent. Et du coup, je me suis dit, OK, comment est-ce que mon vécu pourrait aider les autres? En fait, je pourrais créer une connexion avec les autres. Parce que je me suis dit, moi qui suis passé par toutes ces étapes-là, j'ai tellement souffert qu'en fait, j'ai pas envie que les autres souffrent autant que moi j'ai souffert. Et je veux aussi que les autres aient, j'ai envie de dire, un petit chemin, un espoir, tu vois. Juste leur dire, en fait, ça va aller. Là, c'est Une bien. petite honeymoon, quoi. Pardon? Une Un petite honeymoon. échappatoire. Exactement. Donc, donc voilà le choix que j'ai fait. Ça a été vraiment d'aider, c'était plutôt une envie d'aider les gens. Et après, j'ai pris de l'ampleur, mon contenu, voilà, a percé, comme on aime le dire, mais le cœur même de Mr. Ali Brown, c'est d'aider les gens à se sentir mieux, à avoir confiance en eux, à croire en eux, et peu importe leur genre, leur couleur et leur religion. D'ailleurs, 90% de mon audience est féminin. Je pensais que ça allait être LGBTQ, mais pas du tout. Donc, comme quoi, Mr. Ali Brown est pour tout le monde. Moi, j'en fais partie, par contre. Je sais pas féminin, mais j'en fais partie. Et puis, et puis aussi féminin ne veut pas dire non LGBTQ. Donc, peut-être elles Exactement, aussi pas. On ne sait exactement. pas, hein.
on sait pas, c'est vrai. En tout cas, bon, Voilà. voilà, ce que les statistiques disent, malheureusement, on peut pas faire de distinction en fonction de l'orientation sexuelle, mais voilà, en tout cas, c'est pour dire que je sais que mon contenu plaît à tout le monde, peu importe leur genre, leur orientation et leur couleur de peau et leur religion. J'ai des commentaires, j'ai des messages et du coup, bah, moi, ça me fait plaisir. Parce que tu vois, aujourd'hui, je trouve ça bien de se dire l'enfant qui a grandi dans le 91, qui était perdu, qui pensait qu'il allait avoir un vieux métier et aucune ambition. Aujourd'hui, ben, voilà, il est capable de créer du contenu qui touche des milliers de personnes dans le monde. Je trouve que c'est très humble et que c'est très bien, pardon. Enfin, c'est plutôt très bien et que c'est un bel exemple. Et donc, le but, c'est de toucher maintenant des millions de personnes dans le monde. C'est tout ce qu'on te Voilà. souhaite, vraiment. C'est tout ce qu'on te Merci. souhaite, en fait. Tu fais quand même du bon travail. Et je suis de ceux qui pensent que quand tu donnes aux gens ton cœur, de la manière que tu le fais et tout, ils sont plus aptes à recevoir même les informations Mm. les plus insoupçonnées de leur esprit. Tu vois, Mhm. donc, c'est-à-dire, c'est un peu dommage quand même de le dire, mais j'ai l'impression que la réceptivité des gens, c'est vraiment personne dépendante. Tu vois, si Mm. tu as l'habitude d'être quelqu'un, par exemple, qui lui-même était un harceleur ou je sais pas Mhm. trop quelle connerie la personne faisait dans sa vie, et tu Mhm. viens leur présenter une catégorie d'informations, ils se axent sur ce que tu étais par rapport à ça pour plus ou moins te décrédibiliser dans ta lutte. Mhm. Mais si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'apporter du bien aux autres, de les mettre bien et tout, même les personnes qui se disent souvent le plus homophobes, Mhm. enfin, quand tu viens à eux ou ils l'apprennent un jour ou l'autre, tu vois en fait il y a un moment donné où il se retrouve quand même un peu paralysé, à mode de, ouh là, oui, c'est lui. Il y a ce partage sur cette hantise que, ah oui, il est quelque chose que j'aime pas, mais je connais son cœur, je connais son esprit, c'est quelqu'un qui fait pas du mal, c'est quelqu'un qui Mhm. veut. Donc, du coup, je trouve que c'est une approche plus facile, enfin, Mhm. plus favorable, du moins. Mhm. Disons-le, parce que pas plus facile, parce que ça ne veut pas dire que ça te mettra forcément à l'abri ou ça mettra les autres à l'abri, mais la Mhm. réceptivité des gens à cette information est beaucoup plus importante. Ouais, et je trouve Mhm. ça vraiment magnifique que tu arrives aussi bien à segmenter les émotions des autres à ton égard, dans le sens où tu as expliqué, par exemple, enfin, ta relation avec ta famille, le déni qu'ils traversent, certaines choses qui peuvent quand même persister, mais tu as quand même assez de recul pour continuer à les aimer de manière indéniable et à leur laisser du temps de Mhm. t'aimer toi. Mhm. Et vraiment, c'est vraiment magnifique. Mais j'aimerais revenir sur aujourd'hui, quel rapport tu as avec ta religion? Parce qu'on a évoqué le rapport que tu as avec ta famille, Mhm. avec tes proches, on a évoqué le rapport que tu as vis-à-vis de toi-même, mais la religion, est-ce qu'elle a aujourd'hui toujours une place importante dans ta vie? La spiritualité a une énorme place dans ma vie, la religion moins, parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas être d'accord à 100% avec la religion, malheureusement. Et j'ai l'impression que quand tu n'es pas d'accord avec une partie de la religion, on voit rouge. Donc du coup, pour moi, la spiritualité est très importante. Je crois en Dieu. Voilà, je vis de ma spiritualité. Je suis un être spirituel. Je suis une âme et qui habite un corps humain avant tout, et non l'inverse. Donc je le vis bien. J'ai pas de, tu vois, je peux très bien m'inspirer du Coran comme de la Bible, faire un peu de méditation. Voilà, pour moi, la spiritualité se trouve partout. Et je trouve que, tu vois, je pense que ma spiritualité s'est développée parce que j'ai grandi dans une famille de confession musulmane, mais également parce que j'ai côtoyé des personnes qui vont à l'église. Et en fait, je me suis rendu compte que en échangeant avec des chrétiens, avec des catholiques, avec des musulmans, avec des juifs, peu importe, on a tous les mêmes problématiques. Et en fait, on veut tous la même chose. Et la chose la plus importante qu'on veut, c'est l'amour du Seigneur. C'est tout. Mais vraiment, peu importe. Donc, je me suis dit, en vrai, pourquoi aller sous la religion pour me dicter de faire quoi que ce soit? Juste, vis ta spiritualité, parce qu'en fait, Dieu, de toute façon, est en toi. Tu es un être de lumière, et c'est tout.
En fait, je me reconnais Amen. tellement dans... Il manquait juste ça, parce que je me reconnais tellement totalement dans ce que tu viens de Merci. décrire que ça me laisse sans voix, parce que vraiment, c'est vraiment, j'aime beaucoup ton côté positif et le message que tu transmets là, à travers tes réseaux sociaux, et j'espère que bah, cet entretien permettra aussi d'envoyer un message d'espoir à ceux qui nous écoutent et à ceux qui ont traversé ou ont pu, ou traversent ce que tu as pu traverser Mhm. dans ta vie. Donc, merci de le Mhm. faire avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Ali, tu as parlé de guérison, tu as parlé de compassion, tu as parlé de compréhension vis-à-vis de tes parents. Quel est le conseil que tu donnerais aux personnes qui vivent la même chose que toi, qui ont vécu la même chose que toi et qui aujourd'hui continuent à mûrir une colère, un sentiment douloureux vis-à-vis de leur entourage? Nous allons très prochainement parler de thérapie de conversion et nous savons que ces personnes qui ont survécu à ces thérapies vivent avec un traumatisme important, très douloureux. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent retrouver leur paix comme toi tu l'as fait? Je vais essayer de répondre à la question, mais je pense que je vais Elle est un peu divaguer. longue, j'avoue. Mais je vais te donner une réponse et je pense que la réponse, normalement, devrait vous donner des informations ou en tout cas répondre à la question. De par mon expérience, donc je vais pas faire le mec qui donne des conseils, de par mon expérience. Aujourd'hui, pourquoi je suis capable de comprendre mes parents et notamment ma mère? Heu, Ma mère est une immigrée, c'est-à-dire qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire pour venir en France. Ma mère n'est pas allée à l'école. Ma mère est une île voilà, elle n'est pas allée à l'école, elle n'a pas fait d'études. Elle est arrivée en France, elle a trouvé un travail, elle a su subvenir aux besoins de sa famille. 4 enfants. Elle est arrivée en France à 20 ans, à 18 ans, il me semble. Elle m'a eu à 20 ans. Est-ce qu'on peut imaginer une jeune femme africaine qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas fait d'études, qui ne sait pas lire, arriver en France dans le froid, hein, les -15 degrés et se marier et avoir des enfants et aller travailler. Eh ben, si on se pose humainement, on peut se dire: «Ouais, ben, je peux développer une certaine compassion». Même si elle ressent de l'homophobie, même s'il y a un rejet, ça ouvre la porte vers la compréhension et de se dire: «OK, si elle est comme ça, c'est peut-être parce qu'elle a elle-même mené ses propres combats». Et tu vois, je vais même aller plus loin dans la réflexion. J'ai parlé, des violences que j'ai subies en tant qu'enfant, enfant, notamment par, mon père. Et beaucoup vont me dire: «Ah, mais comment tu peux, le comprendre ou, enfin, ou au moins, essayer de lui pardonner?» Bah, encore une fois, un homme noir, immigré qui est arrivé en France, mais dans quelle situation il a grandi? Il a grandi avec un père violent. Donc en fait, il n'a fait que enfin, il n'a fait que, en tout cas, il a reproduit exactement les mêmes erreurs, les mêmes habitudes que son père a reproduit avec lui. Et donc du coup, quand on essaie de comprendre ses parents, de comprendre le mal des autres, ça nous aide nous-mêmes à se dire: «OK, en fait, le problème, il est plus grand que cette personne-là». C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une habitude qui dure depuis des générations et donc à un moment, il faut se dire: «Bah, en fait, avec moi, cette habitude-là va s'arrêter». Par exemple, avec moi, je ne vais pas violenter mes enfants. Ça s'arrête avec moi. Le rejet ou l'amour conditionnel s'arrête avec moi. Parce que je l'ai vécu, j'en suis conscient, j'en ai souffert, je choisis de guérir, de ne pas reproduire la même chose avec mes frères et sœurs, avec mes neveux, avec mes amis ou avec qui d'autre. Après, c'est très, très dur. Personne n'est parfait. Donc, parfois, voilà, par faiblesse, je vais reproduire les erreurs, mais au moins, il y a l'intention qui est là. Et donc, je pense que c'est ça le processus de guérison et c'est aussi comme ça, en fait, qu'on développe la paix et qu'on crée de meilleures, relations. Mais ce que je viens de dire là, c'est hyper dur. Même là, le fait d'en parler, en vrai, mon cœur, il me dit: «Mais c'est hyper dur de faire ça». Tu peux pas pardonner à quelqu'un qui t'a violenté à ce point-là ou quelqu'un qui t'a rejeté ou qui t'aime, si tu es, telle ou telle chose et c'est vrai, mais d'un autre côté, si on ne fait pas l'effort de les comprendre, bah, du coup, on reste tous dans la blessure et c'est une blessure infinie et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se fait la gueule, on fait la guerre et on prétend, être des personnes qu'on n'est pas? Exactement, je suis complètement d'accord et le fait de nourrir de la colère, c'est nourrir une haine Oui, et vivre avec cette haine, en fait, cette haine dans notre vie nous prend beaucoup d'énergie. pesant.
c'est pesant, faut tout faire avec elle. C'est comme si Mm. porter une charge lourde. Moi, je vois un peu tout ça, les sentiments, tout ça, les bad sentiments, un peu Mhm. comme un gros sac lesté que tu dois porter tous les jours. Et Exactement. à un moment donné, quand tu le poses, tu te dis ouf. Mm. Et Voilà. ouais, voilà. Et c'est exact. Je suis exactement d'accord avec, tout à fait d'accord, pardon, avec ce que tu dis. J'en perds les mots. Mais c'est exactement ça comme état d'esprit qu'il faut avoir. C'est difficile à entendre, Mm. que ce soit pour nous-mêmes, mais pour les autres. Mais je pense que ouais, je suis d'accord, c'est très beau. Merci beaucoup. Mais de rien. Moi, je me reconnais tellement dans ce que tu appelles l'amour inconditionnel parce que dans mon système de pensée, j'ai exactement la même façon de réagir que toi vis-à-vis des situations. Et on a souvent tendance à me dire, mais enfin, c'est un peu comme si c'était peut-être un syndrome de Stockholm. Mais je Mm. dis toujours aux gens, on ne combat pas la haine avec la haine. Mhm. Tu vas pas, tu vas pas réagir à la haine ou aux énergies négatives qu'on t'envoie par d'autres énergies négatives parce que tu es en train de permettre à l'autre de légitimer ses actes. Et à Exactement. partir du moment où tu permets à l'autre de légitimer tes actes, tu décrédibilises tes propres combats. Mhm. Et dans ce genre de moment-là, au final, qui perd? C'est la minorité qui va perdre. C'est Exactement. pas la majorité. Donc, j'appelle toute personne qui nous écoute à avoir à peu près, à faire preuve, même si c'est dur, même si c'est très difficile et très douloureux, Mm. à faire preuve de pardon et souvent de compassion vis-à-vis Mm. des autres. Maintenant, Juste. j'aimerais te demander aussi, de ce fait, Mhm. peut-être pour aider les uns et les autres, comment tu fais la part des choses dans tes émotions? Comment tu arrives à segmenter, à bien jonctionner tout ça? Alors, en ce moment, mes émotions sont up and down. J'ai été dans des montagnes russes. Donc, les gens qui vont m'écouter ne prenaient pas en compte ces 2 semaines de ma vie. Mais je dirais que pour réussir, en fait, je pense que je fais en sorte de venir dans une attitude et dans un état d'esprit qui est de ne pas blesser l'autre de base. C'est-à-dire que je sais que notre instinct, c'est de se dire, si je suis blessé, je vais te blesser. Donc, du coup, c'est de prendre toujours quelques secondes avant de répondre et à vraiment se demander qu'est-ce que je ressens là actuellement. Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de la haine? Est-ce que je ressens du stress? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la jalousie? En fait, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et en fait, j'ai beaucoup appris. Il y a plusieurs livres sur le sujet et, euh, et je conseille à toute personne d'en apprendre plus sur l'intelligence émotionnelle parce que ça va vous aider à définir vos émotions. Déjà, il faut déjà, voilà, c'est la première étape. Et ensuite, avant de répondre, c'est toujours de se dire, ce que je vais dire là, ça aura un impact. En fait, les mots, une fois qu'on a dit quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, il faut toujours se dire, là, ce que je vais dire, il faut que je sois sûr que je vais assumer. Et parfois, même moi, je vais dire quelque chose qui va blesser une autre personne, mais derrière, je vais me dire, j'assume ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, là, tu as dépassé une limite. Et je pense aussi qu'il faut être capable de dire aux gens, ça, c'est ma limite. C'est vraiment la frontière. Si jamais tu la dépasses, j'attaque. Et je vais te dire, une fois, attention, par contre, la troisième fois, j'attaque. Et je pense aussi que les gens doivent apprendre à respecter les barrières et les frontières des autres. Et moi, j'en ai et j'ai aucun mal, mais vraiment, je suis assez clair là-dessus. On ne déborde pas avec Mr. Ali Brown. Si jamais tu as dépassé la limite, je te regarde. Et parfois, c'est dur, parfois, je vais prendre du temps, parfois, je vais me remettre en question, mais je me dis, si je suis frustré, si je suis dans le mal, c'est que forcément, quelqu'un a débordé à un moment. Et donc, du coup, il faut être capable d'avoir une conversation avec cette personne-là, de lui dire, écoute, là, je ne me suis pas senti respecté. J'ai eu l'impression que quand tu as fait ce commentaire, franchement, ça m'a vexé et j'ai pas apprécié. Et j'aurais souhaité voilà, qu'on en parle d'une façon différente. Et ça, c'est du courage aussi. Enfin, le courage de dire que là, on a été blessé. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la rancœur, en fait. On lui dit un truc, on est vexé, on se dit, C'est surtout non, de la voilà. maturité émotionnelle. Oui, c'est de la maturité, mais je sais pas.
je sais pas si c'est de la maturité. Je pense qu'on a plutôt été, je pense qu'on est beaucoup dans, on prétend beaucoup de choses. On a beaucoup de masques. Tu vois, je lis Les 5 blessures de l'âme. C'est un très bon livre que je Je l'ai conseille. lu, je l'ai Ah, lu. Voilà. Et donc, ça apprend énormément de Je choses suis sur toutes d'accord. les questions qu'on a. Et du coup, ça aide à mieux Je comprendre l'ai les offert gens. à ma mère et j'espère qu'elle va le lire un jour. Parce que... Ah bah, je l'espère aussi, parce que du coup, tu vois, ça permet aussi de comprendre les autres, parce que du coup, tu vois que les autres ont aussi des blessures. Donc, en fait, leur réaction à ta personne, en général, c'est même pas par rapport à toi, c'est par rapport à eux. Souvent, en fait, on est rejeté. Oh, puis même, entre nous, en général, les personnes qui nous rejettent sont des personnes qui sont souvent homosexuelles, refoulées. Et moi, j'ai du mal avec ça. Je me dis, en fait, tu me rejettes en face de tes amis, mais sur les applications, tu viens me parler comme si on était les meilleurs amis. Je comprends pas. Donc, souvent, le rejet qu'on subit, c'est souvent parce que les autres, en fait, se rejettent eux-mêmes. Il faut être capable de le comprendre et de l'accepter. Enfin, de l'accepter, en tout cas, de le tolérer. Pour ma part, je ne sais pas si c'est un courage. Après, je te laisse parler, Arsène. Mhm. Mais quand je vois combien ça me coûte après en thérapie, je préfère tout de suite poser les bases. Vu que ça te coûte en thérapie et en énergie, en émotion, en sommeil surtout. Tu En vois, sommeil, oui. sommeil. Et Oui, tu vois, personne ne nous apprend à poser nos limites et à poser nos... Ouais. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai envie de te dire, euh, pour nous qui avons grandi dans une famille africaine, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis incapable de poser des limites avec mes parents. Aujourd'hui, la façon dont mes parents me parlent, je sais que d'autres personnes ne me parleraient jamais comme ça. Et donc, il y a aussi tout ça comme croyance, c'est de se dire, comment ça se fait que tes parents peuvent t'insulter, je prends un exemple, mais par contre, tu ne laisserais jamais une personne à l'extérieur te parler de cette façon-là. Donc souvent, on n'est même pas la même version de nous-mêmes avec tout le monde. Et il faut aussi le comprendre et l'accepter. ouais, et c'est là le problème avec les parents, parce que justement, quand tu parles mal à ton enfant, Mhm. bah, tu laisses aussi la possibilité d'accepter que quelqu'un d'autre puisse lui parler mal, surtout quand c'est un Exactement. adulte. Mhm. Et quand on rentre dans le milieu du travail, effectivement, même si on est, dans un milieu où à peu près on a le même âge, l'autorité que la personne Mhm. a sur nous, c'est-à-dire notre manager, notre N+1, Mhm. qui nous parle mal, bah, en fait, on va l'accepter parce qu'on est habitué à ce qu'on nous parle mal. Et quand on Mhm. parle de ça, en fait, à nos parents, c'est tout de suite: «Ah, mais je suis ton père, je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde». Exactement. La culpabilité commence. Mhm. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre à nos parents, effectivement. Ouais, ouais. Très, très compliqué. Je finissais d'abord de crier period derrière dans tout ce que Ali Brown disait. Vraiment, je t'encourageais à fond. Vraiment, c'est vraiment en mode period, period. Parce que tout ce que tu dis est tellement vrai et ça demande tellement une force, en fait, de pouvoir sortir de tout ça qui est parfois un peu toxique aussi, de cet environnement aussi, qui peut vraiment te mettre au plus bas. Parce qu'il y a des gens qui se suicident par rapport à ça. Il y a des gens qui rentrent en dépression. Ça joue sur la santé mentale. Et toi, tu es vraiment sorti de ça. Tu as appris des choses, tu as évolué, tu as grandi et maintenant tu transmets tout ça à travers ton contenu, à travers la personne que tu montres aujourd'hui et tu le fais Mhm. d'une manière tellement humble que je trouve que c'est juste incroyable en fait. Donc, Merci. qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus? Quel serait ton message de fin, Ali? Fais-nous ça, la sauce Ali Brown. Darling, si tu m'écoutes, sache que tu es une lumière, tu es l'amour, tu es une queen, un roi. D'accord? Ne laisse personne te dire le contraire. Quoi qu'il arrive, affronte les challenges, la tête haute. Sache que tu es un enfant de Dieu, que tu es aimé et que si tu es sur cette terre-là, c'est parce que tu le mérites. Alors va chercher ce qui te revient de droit et je te souhaite, mais de tout mon cœur, la réussite, la santé, l'amour, la joie de vivre. Et n'oublie pas de t'abonner à mon compte Wesh, Mr. Ali Brown. Amen! Jesus! Voilà. Oh, tu aussi pasteur, hein, apparemment. Ah oui, je sais qu'il y a un peu de... Je vais faire un peu comme Eric là dans Sex Education. Entre spiritualité, recherche d'identité et projet visant à donner le sourire à tous ceux qui le suivent à travers ces différentes plateformes, Monsieur Ali Brown a partagé avec bienveillance et humilité son histoire dans les ombres LGBTQ+. Nous le remercions bien évidemment de l'avoir fait avec nous et avec vous aujourd'hui.
Nous espérons que son discours vous inspirera comme il nous a inspiré et nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode qui marque le début de cette saison 2. Bien évidemment, toutes les informations concernant le podcast et les différentes plateformes de Ali Brown seront dans le descriptif. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Ce sera grandement apprécié. Merci encore une fois et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut, merci Ali, merci Art, merci Yuri. Salut les ombres. Merci Ali pour la confiance. Au revoir les hommes. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir de partager mon expérience, mon message et ma joie de vivre. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain épisode.